Bonjour à tous. Webinaire spécial gamme solo. Ce sera orienté aujourd'hui donc sur la volée. On a la chance d'avoir un petit jeune qui tape pas trop mal dans la balle, qui est avec un petit entraîneur aussi qui commence, qui débute dans l'activité et qui se débrouille pas mal aussi. Donc ils nous ont concocté des petites gammes solo à la volée avec un recueil de données super intéressant, super pertinent. Et ils vont nous proposer donc leurs travaux. Il y a des choses super pertinentes, super intéressantes. Donc j'espère que même pour les jeunes qui participent à ce webinaire, ça va les inspirer, ça va leur donner des choses à mettre en place dès que le déconfinement va débuter, puisque apparemment donc ce soir on aura un webinaire de notre fédération pour nous annoncer un petit peu les directives. Bon, il y a de grandes chances qu'on puisse attaquer par du solo, je crois, en séparé. Enfin, ils nous diront ça encore mieux tout à l'heure. Et puis, bon, on croise les doigts pour que le 22, on puisse enfin retourner à deux sur le court. Donc, ces gammes solo sont vraiment appropriées à la période un petit peu difficile que l'on vit en ce moment, nous les passionnés du squash. Donc, aujourd'hui, on a donc cette chance d'avoir cette qualité d'intervention, parce que la dernière fois, il nous avait un petit peu, nous avait un peu coupé le souffle avec sa démonstration sur le travail avec son home trainer. On lui avait décortiqué un petit peu tous ses résultats. Donc, je vais laisser la parole à Victor et à Manu Coin, donc, qui sont nos invités spéciaux ou nos intervenants spéciaux pour aujourd'hui. Donc, bienvenue à vous et puis je vous laisse la parole. Merci. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler des gammes solo pour la deuxième fois. Donc, Franck nous avait fait une belle présentation avec Maceo la semaine dernière. Coupez vos micros, s'il vous plaît. Il y a un micro qui gêne. Il y a un micro qui gêne. Merci. Sur les différentes variantes de gamme solo qu'on pouvait faire et sur la pertinence du solo dans le développement d'un joueur de squash. Et donc, nous, on a voulu venir avec une gamme solo en spécifique sur le cours de squash qui fait travailler les volets. On a voulu utiliser cette gamme solo parce que ça fait une semaine du coup qu'on a repris l'entraînement sur le cours de squash. Et c'est vrai que avant que Paul nous parle de l'importance du recueil du données, ce qui nous a fait un petit rafraîchissement, on travaillait un petit peu en mode automatique, seulement en mode practice, à faire 5 minutes de la même gamme solo pendant 5 minutes et c'est pas forcément pertinent. Donc on a voulu passer au degré supérieur et donc avoir un recueil de données pour pouvoir avoir plus de motivation et puis avoir un suivi dans la progression de l'exercice. Vas-y, toi. Donc, on a une gamme solo basée sur les volets sur les murs latéraux. Donc, pour ceux qui sont familiers, c'est on est sur la ligne de service et on fait volet coup droit, volet revers sur les latéraux. Donc, c'est un exo qui est parfait pour la situation actuelle parce que ça respecte la distanciation sociale et on peut même être peut-être 2 joueurs sur le terrain. Et une fois que les mesures seront enlevées, il y a une possibilité de travailler de 3 à 5 joueurs sur terrain, ce qui est parfait pour des moniteurs d'école de squash, par exemple. Donc, c'est un travail qui peut se faire au niveau débutant, confirmé, expert et même haut niveau, parce que c'est un travail statique. Donc, il n'y a pas de coordination entre un mouvement de jambe et le bras. C'est vraiment un travail statique où il y a un transfert de poids, mais c'est tout. Et on travaille sur le contrôle de balle, le guidage et la rapidité d'exécution. Donc, ça, c'est l'exercice de base, voler sur les murs latéraux, mais c'est une gamme qu'on peut décliner en plusieurs exercices
pour pouvoir augmenter la difficulté de l'exercice. C'est un travail qu'on peut faire seul, donc ça permet de développer l'autonomie de votre joueur, ou alors avec un coach, ce qui est plus efficace si on veut faire bien sûr un recueil de données. Mais personnellement, je l'ai souvent fait seul et c'est très faisable. Donc le recueil de données, une fois encore, c'est un des éléments importants de ce qu'on va parler aujourd'hui. C'est un outil d'analyse. C'est un outil qui va nous permettre de pouvoir analyser donc la progression d'un joueur. Et puis, une fois qu'on a un recueil de données et puis on peut analyser cette progression, c'est un outil de motivation pour le joueur qui, de séance en séance, veut s'améliorer et l'entraîneur aussi qui, de séance en séance, veut rentrer les données pour pouvoir voir si son joueur a progressé de séance en séance. Donc, voilà. Je passe la vidéo, Victor, pour voir si… Vas-y. Peut-être Benoît, peut-être juste après. D'accord. On regarde le plan de séance et après on passe la vidéo. Ok. Donc, on avait vu un truc, c'était partir de cet exercice de practice. On est parti d'un exercice de practice simple que Victor faisait un peu dans une routine de practice solo. Donc, comme il vous a dit, on l'a fait évoluer et surtout, on en a fait une gamme avec pour l'analyser et pour progresser, pour vraiment quantifier la progression. Et c'est ce qu'on a dit. On a trouvé une bonne phrase qui doit plaire à Paul. C'est partir d'un exercice de practice pour en faire un exercice performant. C'est l'esprit de Cyber Squash. C'est toujours plus dans le mieux. Voilà, là, il dit rien, mais il est heureux. Il est heureux. Voilà, c'est un petit clin d'œil pour Polo. Donc après, on peut passer au plan de la séance. Si tu veux, Benoît. Oui. Excuse-moi, parce que j'ai Amaury qui cherche à rentrer dans le webinaire, qui a des petits soucis. Mais hop. Alors, tu me demandais? Le plan de la séance après. C'est la prochaine. C'est la prochaine. Voilà, donc on a repris un peu le plan de Benoît, donc avec le côté entraîneur et le côté joueur. Donc l'objectif pour l'entraîneur, c'est de faire progresser son joueur dans les frappes de volée, coup droit et revers, avec un geste en coude, en avant-bras et à frappe du poignet. Le travail physique, il y en a peu, presque pas. Donc on va regarder vraiment le transfert d'appui à la frappe pour le joueur, si son centre de gravité ne reste pas figé, s'il met bien son poids du corps, s'il frappe avec son poids du corps. Dans l'aspect cognitif, on va voir si son joueur choisit le meilleur moment pour faire son touche contact et l'orientation du tamis pour lequel il frappe. Parce que on n'a pas encore visualisé bien l'exercice, mais ce qui est dur dans l'exercice, c'est que la raquette, souvent, elle n'est pas en opposition à la balle, puisque c'est comme si on frappait une balle qui revenait de la vitre arrière. Donc, la difficulté, c'est de frapper la balle dans le mouvement de la balle. Donc ça, c'est un peu la différence entre le geste de squash normal et cet exercice-là. Et enfin, dans le mental, c'est la régularité combative et l'endurance à la concentration. On vous expliquera au fur et à mesure des variantes qu'on a fait. On en a fait 2. Comment on a pu forcer sur l'endurance à la concentration. Si tu veux faire le joueur, Victor. Ouais, au niveau joueur, je vais juste vous donner mon ressenti par rapport à ce que j'ai eu. Au niveau technique, à nouveau, c'est vraiment un travail qui permet de gagner en guidage de frappe, en contrôle, et donc de bien faire la dissociation entre coude, avant-bras, poignet, qu'il y ait bien toutes les articulations qui travaillent. Au niveau physique, il n'y a pas vraiment de travail physique vu qu'il n'y a pas de déplacement. Ne serait-ce qu'il faut quand même avoir un transfert de poids à la balle. Et donc, on va voir sur les vidéos que c'est une dominante que je peux améliorer sur les séances prochaines parce que j'avais tendance à faire le transfert de poids
que sur ma jambe droite et pas forcément de la jambe droite à la jambe gauche et de la jambe gauche à la jambe droite. Au niveau cognitif, et le joueur il va vite découvrir pendant les exos que le moyen de gagner en rapidité, c'est évidemment de frapper plus fort pour que la balle elle revienne plus vite vers soi. Et donc la cible sur les murs latéraux, le plus on va descendre sa cible, le plus on va pouvoir exécuter ses frappes plus rapidement. Et au niveau mental, c'est l'importance de la discipline, de pouvoir rester régulier pendant 30 secondes et de ne pas faire de faute. Donc, l'organisation de l'exercice, vous devez un peu la comprendre maintenant avec tout ce qu'on a dit. Le joueur est placé au T, il a les épaules orientées parallèles au frontal et il va frapper des balles tendues, coup droit, revers, en alternant le coup droit et le revers. Donc, on a mis le premier exercice, la première variante de l'exercice. On va frapper donc un coup droit sur le mur droit, latéral droit, et en volée, et une volée de revers sur le mur latéral droit. Ensuite, on a fait une variante pour forcer le joueur à avoir un contrôle, une attaque et une contre-attaque. Donc, on a fait 2 frappes de coup droit et une frappe de revers. On a fait la même chose pour l'inverse, c'est-à-dire une frappe de coup droit et 2 frappes de revers. Et ensuite, on a pensé mettre un peu de déplacement quand même et un peu de contrôle de balle tout en se déplaçant. Donc, on va partir de la vitre arrière jusqu'au frontal et puis on va revenir du frontal jusqu'à la vitre arrière en étant toujours au centre du terrain. L'exercice 5, on va se rapprocher des latéraux et vice-versa. Et l'exercice 6, on va combiner déplacement avant-arrière avec déplacement latéral sur le côté, donc ce qui va nous donner presque une diagonale. Voilà. Donc vraiment, l'exercice 1, c'était l'exercice de base, l'exercice qu'on faisait en practice, et donc ce qui permettait de gagner en contrôle, en régularité combative, et d'essayer de vraiment augmenter nos exécutions de frappe. L'exercice 2, ce qui était bien, c'est que papa il avait parlé que la balle à chaque fois elle nous revient dessus, et alors qu'au lieu de venir vers la balle, on doit vraiment la contrôler. Ici, on a vraiment les deux cas de figure. Et une fois, par exemple, les 2 frappes coup droit, on va aller vers la balle, alors que la frappe revers derrière, il va falloir l'accompagner vers le revers. Et on peut travailler encore plus en rapidité sur ces 2 exos. Mais on va aussi voir que ça devient beaucoup plus dur en termes de guidage et de contrôle de balle. Exercice 4, exercice 5, exercice 6, ici, on a essayé de rajouter du déplacement et ça fait un peu plus travailler la coordination des jambes avec le bras parce que au lieu de frapper des balles parallèles droites, ici, on va se concentrer à faire des parallèles, mais un peu sur le côté pour pouvoir avancer, reculer. Et sur le droite-gauche, va falloir parfois frapper la balle plus fort parce qu'on va être d'un côté du terrain, d'un côté du latéral, et parfois moins fort parce qu'on va être vraiment près du latéral. Donc, c'est toutes des adaptations qu'il faut faire que l'on découvre lorsqu'on fait les exos, et il faut s'adapter d'exo en exo. Donc, c'est bien d'avoir toutes ces déclinations. Okay. Et là, donc on peut voir que là, pour un joueur de haut niveau, il peut taper les 6. Et par contre, pour des débutants, on reste dans le 1, dans le 2 ou dans le 3, quoi. Donc, on peut adapter l'exercice vraiment à tout niveau. Donc, après, on avait une problématique, c'était comment travailler les exercices. Donc, notre première variante, on s'est donné un temps de séance de 1 heure. Donc, on s'était dit, on va travailler des périodes de 1 minute 10 et on va avoir 20 secondes pour pouvoir marquer les résultats en autonomie. Et à la fin de chaque exercice, on va prendre 1 minute de repos. On fait ça 4 fois et donc ça nous donnait un temps de, je ne me rappelle plus, 71 minutes ou un truc comme ça. Donc, on l'a fait, mais on s'est vite rendu compte que c'était pas bien parce que
quand il y avait faute, la minute 10 elle partait et suivant où on faisait la faute, soit on n'arrivait plus à être régulier et à faire un nombre de frappes correct qui nous motivait pour faire une progression. Et si on faisait la faute tout de suite, c'était pareil, il fallait se remettre dedans et il fallait en plus, si on faisait 3 fautes, il fallait retenir 3 temps dans la tête du joueur, ce qui n'est pas, avant de marquer, ce qui n'est pas super bien pour la concentration, quoi. Si tu dois penser et retenir les chiffres en même temps que tu joues, tu ne peux pas vraiment être concentré. Donc, on a choisi, on a fait, après ce coup d'essai, on a fait une deuxième variante qui, là, a porté ses fruits. Donc, on travaille 30 secondes. Si on perd, on s'arrête. C'est une faute. Et on la considère comme faute. La répétition n'est pas valide. On prend son temps à la fin de chaque 30 secondes pour mettre la prise de notes. Et à chaque fin d'exercice, on a 1 minute de repos pour repartir. Donc, cette variante numéro 2 nous a donné satisfaction. Et c'est avec elle qu'on a fait les tests. Donc, pour celle-ci, c'est vraiment 10 répétitions du même exo, ce qui permet de vraiment travailler la régularité. Ce qui fait la différence entre 4 fois et 10 fois, c'est qu'il faut vraiment être régulier sur les 10 fois sur 30 secondes. Et au niveau mental, là, on travaille vraiment. On peut aussi prendre un maximum de risques parce que c'est 30 secondes et pas 1 minute 10. Alors que sur 1 minute 10, on est un peu plus concentré sur vraiment réussir à ne pas faire de fautes, ce qui est difficile, au lieu d'essayer de, en même temps, pas faire de fautes et augmenter sa rapidité d'exécution. Enfin, c'était 30 secondes de travail. Ensuite, la prise de notes, on remet le timer en place et on repart direct. Moi, les 1 minute de repos, c'était juste boire un coup, lever la tête et puis remettre le timer en place et repartir pour l'exo suivant. Voilà. Victor, entre tes répétitions, donc le temps de noter, ça te prenait à peu près combien de temps? À peu près? Je pense que ça devait me prendre 20 secondes aussi, j'imagine. 15-20 secondes, quoi, c'est ça. Oui, voilà. Ça. Oui, il ne faut pas chômer non plus. Hein. C'est jamais mon téléphone devant moi. Je note le nombre de répétitions que j'ai fait. Je remets le timer en place et je repars. Quoi. Donc, si jamais vous faites l'exercice avec un coach, le coach, comme on a dit dans les objectifs, il va regarder où vous faites vos touches contact. Donc, il y a un truc qui est facile à voir quand on est coach, c'est si on se met derrière le joueur, c'est-à-dire sur la ligne de service, là, par exemple, si on voit la raquette qui dépasse le joueur, c'est que son touche contact est bien puisqu'il est fait devant lui. Si par exemple, on ne voit pas la raquette, c'est que le touche contact, il est fait dans le joueur et qu'il n'est pas pris assez tôt. Donc, on force le joueur à prendre la balle le plus tôt possible, surtout dans l'attaque contre-attaque. On vérifie toujours l'orientation de son tamis et l'horizontalité de sa frappe et bien sûr le transfert du poids entre la frappe coup droit et revers. Les critères d'évaluation, ils sont sur les observables et surtout, donc, si le coach n'est pas là, si on fait ça après, surtout sur le recueil des données qu'on va expliquer juste après. Voilà, après les critères de réussite, on l'a dit, le but c'est de valider un maximum de répétitions de 30 secondes, donc exécuter le plus grand nombre de frappes sans faute en 30 secondes. Encore une fois, pour répéter, si pendant les 30 secondes la balle tombe, on s'arrête, on marque le nombre, mais c'est une répétition non validée. On a vraiment mis cela en place parce que on voulait se rapprocher d'un match de squash où, par exemple, pour analogie, si on fait un retour de service au milieu et qu'on prend stroke, le point est terminé et on n'a pas une seconde chance. On passe au point suivant. Donc, on a voulu faire la même chose ici. Et c'est vrai que passer d'un exo de practice à un exo de gamme solo comme ça, directement quand on commence les 30 secondes, on est vraiment à fond dans son exercice parce qu'on ne veut pas rater les premières parce qu'on sait qu'on va être puni et que la répétition va être avortée. Du coup, il faut vraiment
Il y a vraiment un travail mental. Et quand j'ai commencé à faire ces gammes solo, vu que je l'ai fait 3 fois, il y a cette sensation de pression et d'envie de bien faire qu'on sait qu'on n'a pas une deuxième chance, quoi. Donc, c'est vraiment un équilibre entre la gestion du risque, essayer d'augmenter son nombre de frappes 30 secondes avec la régularité, de réussir à valider le plus grand nombre de répétitions de 30 secondes pendant la séance. Et 30 secondes, et 30 secondes, c'était aussi, bon, on est plus dans les 40 secondes, mais ça se rapprochait plus du temps moyen d'un échange de haut niveau que le 1 minute 10. Ouais. Manu et Victor, il y a quelque chose de super intéressant qu'on a vu dans la préparation de ce webinaire, c'est que au fur et à mesure des gammes et justement du recueil de données, vous avez dégagé et vous avez affiné vos gammes au fur et à mesure sur justement la gestion mentale, hein, c'est bien ça? C'est Oui. ça. Ouais. On va le voir sur on va voir après sur les recueils des données. Si tu veux passer quelques vidéos pour voir un peu la gueule de l'exercice, si ça passe, on regarde, on voit. Donc ça, c'est la première vidéo. Ah, ça, c'est la deuxième. Ça, c'est la deuxième vidéo avec contrôle, attaque, contre-attaque. Donc, est-ce que tu peux, sur l'attaque contre-attaque, ça peut être intéressant de préciser un petit peu. En gros, la première frappe, t'envoyais du lourd, hein, tu t'attaquais vraiment. Et vas-y, je te laisse. Par exemple, si on fait 2 coups droits, on part d'un revers, donc on part, la balle arrive, on attaque en coup droit, et après, comme on a la deuxième frappe en coup droit, on contre-attaque encore en coup droit, et après on refait le revers et on contrôle et on fait attaque contre-attaque. Ce qui change la cadence du joueur et ce qui nous donne vraiment de l'intensité dans l'exercice. D'accord. Donc elle, c'est avant-arrière. Donc voilà, là, il s'agit plus de faire des balles droites, mais c'est un peu décentré. Et il y a du déplacement ici. Ok. Et bien sûr, toujours laisser avancer avec le pied droit à droite et le pied gauche à gauche. Et celle-ci, c'est sur les latéraux, c'est avancer sur les latéraux. Voilà, après il y a… Et celui-ci, c'est les deux en même temps. Et celui-ci, c'est difficile parce qu'il faut vraiment penser dans la tête qu'il faut avancer en diagonale, avancer sur un côté et avancer en avant ou en arrière. Et en même temps, penser à frapper la balle. Et parfois, on s'en mêle un peu les pinceaux sur celui-ci. D'accord. Ok, ben merci beaucoup parce qu'avec les vidéos, c'est vrai qu'en plus, c'est un petit peu plus concret. Et puis, vous avez fait des vidéos qui étaient très, très peu lourdes. Donc, vous voyez, ça passe à peu près correctement. Donc, c'est top. On les mettra sur le Facebook pour pouvoir les voir après la… Comme on avait fait avec Francky sur ses gammes en speed squash. Donc, on pourra les mettre sur la page Facebook. Justement, on précise aussi qu'il y a plein de pépites sur cette page Facebook Cyber Squash où Paul a pas mal écrit, il y a pas mal de concepts qui sont bien décortiqués et tout. Moi, je vous invite à aller sur cette page et à aller vous documenter, aller vous ressourcer. Il y a plein de choses super intéressantes et n'hésitez pas à l'utiliser vraiment à son maximum parce qu'il y a plein de choses intéressantes. Voilà. Donc ces vidéos, elles seront mises en ligne dans la journée par l'intermédiaire dans le
profite aussi pour un petit clin d'œil à Teen Squash qui nous aide beaucoup aussi dans la promotion et dans la communication. Donc, il nous aide aussi pour faire le retour de ce webinaire le lendemain, une formule un peu résumée. Et donc, s'ils souhaitent avoir un petit peu plus, ils peuvent aller sur la page Facebook Cyber Squash pour avoir un petit peu plus d'infos et avoir le contenu total de ce webinaire. Nous, ce qui nous intéresse dans ce webinaire aussi, c'est que vous allez voir, c'est l'interaction qu'il y aura après. Donc, cette gamme, on laissera justement la parole aux internautes qui seront présents s'ils veulent un petit peu plus de précision et tout. Et puis aussi l'interaction qu'il y a avec tous les entraîneurs qui sont intervenus ou qui vont intervenir, Xavier, André, Francky et tout, puisque quand on met en place les webinaires, il y a beaucoup d'échanges et c'est très très riche. Donc voilà un petit peu le petit mot que je voulais rajouter sur ce petit point qui, pour nous, avec Paul, est essentiel puisque c'est un lieu d'échange. Il y a Arnaud qui est avec nous, qui est un spécialiste en neurosciences qui nous a apporté sa lumière au tout début des webinaires sur la partie cognition. Avec Paul, c'était vraiment aussi très très intéressant et très riche. Et puis très spécifique squash aussi. Donc voilà. Et puis donc, je vois qu'il y a encore qui me demande. Et puis donc oui, sur le recueil de données, hein, c'est ça qui va permettre justement d'orienter un petit peu et d'affiner un petit peu la qualité de la séance. Je vous laisse finir. À toi. Voilà, donc là, on est dans le recueil des données. Donc, la première variante qu'on a travaillée en Indy, c'est 20 secondes de repos. On a abandonné vite, vous voyez, bon, on l'a fait. Donc, l'exo 1, c'est l'exo facile du milieu. Bon, il a fait 51, 91, 93, 86. Et les petites étoiles, c'est justement le nombre de fautes qu'il a faites pendant ces 1 minute 10. Donc, on a fait ça sur l'exo 2, l'exo 3, l'exo 4, l'exo 5. Parce qu'on n'avait pas encore mis l'exo 6 en place. Donc, de ce recueil, bon, on ne va pas s'attarder parce que on l'a abandonné. Donc, on va partir à la variante 2, qui est beaucoup plus intéressante. Qu'on a fait le samedi 30 mai. Donc là, vous voyez que le premier exercice, en rouge, c'est les fautes. Donc, c'est les répétitions qui ne sont pas validées. En bleu, ce sont les records de chaque exercice. Et en noir, c'est les quantités qu'ils ont fait. En bas, dans le tableau d'en bas, en jaune, donc en surligné en jaune, le premier chiffre, c'est la moyenne de tout. Et le deuxième, c'est l'écart type. Donc, l'écart type, Paul en parlera à la fin. Il nous dira certainement mieux que nous. Mais c'est le chiffre qui nous montre la gestion du risque. C'est-à-dire le rapport entre la régularité et le risque qu'on prend. Tout en sachant que si plus ce nombre est petit, et plus on s'approche de la perfection, et que quand ce nombre est très petit, on gagne le match, quoi. Donc, sur le premier exercice, donc on a 46 répétitions validées, et enfin sur tout le tableau, en général, si on regarde les données brutes, on a 46 répétitions validées et 14 fautes. Ensuite, on s'aperçoit que les meilleurs scores, ils sont réalisés en majorité sur les dernières répétitions de chaque exercice. Ce qui montre quand même que le joueur, là, il est, quand il arrive vers la fin, bon, il s'est adapté, mais il a vraiment compris ce qu'il faut faire pour être régulier et performant. Donc, son écart type devient vraiment petit. Si on analyse le tableau verticalement, c'est-à-dire exercice 1, exercice 2, exercice 3, comme ça, on lit en colonne, on voit que le joueur, il s'adapte rapidement. Il a une progression sur les exercices statiques. Il passe de moyenne de 38,9
à l'exercice de contrôle attaque contre attaque à 43,3 et 43,3 de moyenne. Donc, on voit une progression dans son apprentissage. Ensuite, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il est vraiment symétrique. Il n'a pas un côté plus fort que plus faible. C'est-à-dire que 43,3 à 43,3, il arrive à peu près, enfin là, même égal, à la même moyenne entre son côté coup droit et son côté revers. Ce qui est pas mal. Ensuite, bon, moi j'ai noté, mais Victor n'est pas d'accord, mais bon, c'est nos divergences et ça nous fait avancer. C'est que le joueur semble avoir perdu sa concentration en fin de séance. C'est là qu'il fait ses plus mauvaises moyennes. Et c'est là qu'il fait le plus de fautes. Il fait 4 fautes sur la fin de l'exercice sur les 10 répétitions. Sur les 10 fautes qu'il fait dans les répétitions. On verra si c'est vrai aussi à la prochaine, sur le prochain tableau. Mon hypothèse, c'était que les exos, c'est des exos que j'ai un peu moins fait. Et donc, je ne m'étais pas adapté aussi bien que sur les autres. C'était des exos pour moi qui étaient plus durs que les autres. C'est pour ça que je faisais plus de fautes. Ensuite, on voit les écarts types qu'on a calculés. Donc, les écarts types sont excellents, mis à part le dernier exercice qui était un nouvel exercice. Parce que vous voyez que dans la variante 1, il n'y était pas. On l'a rajouté là pour faire une période d'1 heure. Et c'est là qu'il a été moins régulier. Après, on a vu aussi qu'on peut aussi regarder le tableau horizontalement. Et là, on voit ce qu'on a mis en surlignage, là, en marron. On voit que ces meilleures séries, ces meilleures répétitions dans les exercices ont été faits entre la 4e et la 5e. Mais c'est là où il n'a jamais fait de faute. Oui, ce n'est pas forcément les meilleurs, ce n'est pas là où je fais mon meilleur résultat, mais c'est là où je n'ai pas fait de faute, que je les ai tous validés, les répétitions. Donc, c'est certainement là où cognitivement, mentalement, j'ai compris l'exercice et je suis plus concentré. C'est là où la gestion du risque a été maximale. Là, tu serres le jeu, là. Tu serres le jeu. Voilà. Et en fin de jeu, c'est les balles de match où tu accélères et tu essayes de finir. C'est ça. On voit vraiment dans ce tableau le profil d'un jeu et le profil d'un match, d'un joueur. Et je suis sûr que si on fait ça sur des joueurs qui décrochent souvent en match, eh ben, on verra dans le tableau les décrochages. Donc, la séance de ce matin, on a refait exactement la même. Donc là, on s'aperçoit que bon, il est passé à 10 fautes sur 60. Donc, il a encore progressé en régularité. Ses meilleurs scores sont toujours réalisés sur les dernières répétitions et il a augmenté aussi ses hits. C'est normal, il s'adapte, donc il arrive à en faire plus. Tous les meilleurs scores des exercices sont aussi faits à la fin. Quand on analyse le tableau verticalement, on voit que le joueur a validé toutes les répétitions du premier exercice. Donc, il est rentré vraiment concentré. Il savait ce qu'il avait à faire et il a vraiment aligné l'exercice 1 qu'il maîtrise complètement. Donc, maintenant, dans la troisième phase, la troisième session qu'on refera peut-être en fin de semaine prochaine, il faudra qu'il accélère le rythme tout en gardant sa gestion du risque. Donc, pas de faute, mais plus de vitesse. On retrouve aussi une similitude entre le coup droit et le revers. Donc, ça, c'est bien, il ne l'a pas perdu. Sur cette section, l'écart type, par contre, vous voyez, il est un peu up-down. Donc, le joueur, il a été très, très bon parfois, et puis parfois, il a été plus mauvais. Donc, ça, il l'expliquera peut-être tout à l'heure. Il a une perte de concentration à la fin de chaque exercice ou trop de prise de risque. Il nous dira aussi son ressenti. Et si on analyse horizontalement le tableau, on voit que son meilleur rendement a encore été fait sur la 2e et 4e, donc un peu au début. Après, il se relâche un peu, il n'a fait aucune faute. C'est ici que sa gestion du risque a été la plus performante.
je vais lui laisser la parole pour voir son ressenti, s'il voit les choses différemment. Non, je pense que ça a été bien expliqué. D'accord avec le coach. Je pense qu'aujourd'hui, du coup, c'était vraiment la deuxième séance que j'ai fait et j'avais des données dans la tête avant de commencer la séance. Par exemple, je savais que c'était laquelle déjà, que j'étais très très bon sur la 4e et 5e série, mais beaucoup moins sur la 6e. C'est vraiment sur la 6e où j'ai fait par exemple la trois fautes si on lit horizontalement. Et donc cette fois-ci, j'avais vraiment une envie de faire progresser les moyennes, mais parfois j'en ai oublié la régularité. Donc on peut voir sur le premier exo par exemple, j'ai fait aucune faute. Et donc l'écart type, il est presque nul, ce qui est super. Et en plus de ça, la moyenne a augmenté de 7 points, je crois. Oui, à peu près de 7 points. Ce qui est vraiment bien d'une séance à l'autre. En revanche, une fois qu'on passe à l'exo 2 et 3, je me suis un peu trop réjoui de mon premier exo et d'un coup je me suis dit bah tiens, on va pouvoir faire ça toute la séance, on va pouvoir enchaîner les frappes le plus rapidement possible et on va continuer à faire des moyennes super hautes et des écarts types super bas. Sauf que j'ai été puni dès la première avec 28. À 28, j'ai commencé à vraiment vouloir augmenter ma fréquence de frappe et j'ai perdu en contrôle. La balle est tombée et on peut voir que j'ai fait 3 fautes dans cette série et puis 3 fautes dans la série 3. Et donc si on analyse les moyennes et les écarts types, ils sont tous les deux plus mauvais que la dernière fois. Et pourtant, quand on regarde dans l'exercice, j'ai pourtant fait un meilleur score en termes de répétition maximale absolue, donc 48 et 50. On va dire que tu as gagné le premier jeu un peu trop facilement, tu t'es un peu enflammé, hein, et puis le deuxième et le troisième, donc du coup… C'est ça. J'ai cru que j'étais capable de continuer à avoir cette performance régulière, mais toujours très très performante. Et sauf que ça a été performant, mais je pensais que ça allait être performant, mais la régularité a gâché la perte de régularité a gâché mes performances. Par contre, ce que l'on peut voir, c'est que sur l'exo 4, j'ai encore fait 2 fautes. Cependant, l'écart type il est à peu près similaire et la moyenne elle a augmenté. Et là où c'est vraiment beaucoup mieux, c'est sur l'exo 5 et l'exo 6 où j'ai presque annulé toutes les fautes et j'ai augmenté les moyennes de beaucoup. Donc ici, je peux pas donner une réponse précise parce que il y a quand même beaucoup d'abstraits. Il y a certainement le fait que sur la première séance, j'ai certainement perdu en concentration sur l'exo 5 et 6, mais aussi que j'étais pas habitué à faire l'exo 5 et 6. Et donc, on peut voir par exemple sur l'exo 6, sur la première séance, j'ai quand même fait 3 fautes d'affilée avant de pouvoir enchaîner deux répétitions valides, ce qui montre bien que l'exo, je ne l'avais pas maîtrisé du tout. Alors que sur cette séance-là, l'exo 5 et l'exo 6 étaient vraiment maîtrisés et j'ai vraiment pu essayer d'augmenter mon nombre de répétitions, donc être dans le risque, être dans l'inconfort tout en gardant la régularité. Et je pense aussi qu'aujourd'hui, en termes d'endurance à la concentration, j'étais bien meilleur aujourd'hui. Donc voilà. Mais c'était surtout le but de ça, c'était de vous montrer que à partir d'un tableau, on a très bien parlé au moins 15 minutes sur les tableaux et qu'il y a vraiment une richesse d'informations à sortir de ces tableaux si on passe un peu de temps à en parler et à y réfléchir. Et encore une fois, on en a parlé 15 minutes, ça montre bien qu'on est motivé à trouver
les endroits de progression, que ce soit au niveau mental ou technique, et que c'est un très bon moyen pour arriver sur la prochaine séance avec des objectifs adaptés pour pouvoir et spécifiques pour pouvoir faire mieux que la fois d'avant, au lieu de continuer à faire son solo de 5 minutes où ça devient ennuyeux et on est vraiment pas dans la performance. Ok, donc voilà, la grosse partie des mesurables, du recueil de données, elle est là. C'est donner un fil conducteur aux joueurs, mais aussi à l'entraîneur, bien entendu, pour justement savoir là où on veut aller, là où il faut aller. Et puis, comme tu l'as dit, Victor, l'échange est super intéressant aussi avec l'entraîneur, puisque ça vous donne des axes de travail. Mais on l'a vu même quand on a préparé le webinaire, on était tous ensemble et du coup, ben, on avait nos directions. On pouvait mettre, voilà, grâce au recueil de données, on sortait des choses chacun et du coup, ça donnait encore plus de richesse à ce travail. Et donc, d'où l'importance de ce recueil de données. Donc, Paul, tu veux peut-être intervenir, je ne sais pas, sur… J'ajouterais une dernière chose Ouais. qui m'est venue à l'esprit là maintenant. C'est que la dernière fois, quand quand j'ai vu le recueil de données de Daphné, et j'ai vu par exemple qu'elle a fait l'exercice pendant, je ne sais plus combien la séance a duré, mais je crois que c'était 1 heure. Et elle a fait le même exercice pendant 1 heure, qui était croisé. Je me disais, putain, elle est forte parce qu'elle reste concentrée sur le même exercice pendant 1 heure. Et ça doit être à un moment ennuyeux de faire le même exercice pendant 1 heure. Mais en le faisant moi-même sur un autre exercice, je me rends compte que j'ai travaillé 1 heure, mais j'ai pas vu le temps passer et j'ai pas eu le temps de m'ennuyer parce que la performance était là, que ce soit au niveau technique et au niveau mental. J'étais toujours concentré à vouloir progresser dans tous les domaines en même temps. Et donc, c'est vraiment ce que essaye de faire comprendre Paul sur chaque semaine, c'est de vraiment essayer d'être dans la performance à chaque fois qu'on rentre dans une séance. Et donc, aujourd'hui, je rentre chez moi et je me dis, j'ai travaillé 1 heure, j'ai fait un seul exercice et pourtant, je pense que j'ai mieux travaillé que sur n'importe quelle séance que j'ai pu faire dans le passé. Okay. Oui, pour Daphné, pour revenir pour Daphné. Et ça a été très fun, alors que c'était vraiment un seul exercice. Voilà, mais ouais, pour revenir pour Daphné, c'est sûr que elle débute dans cet apprentissage-là, mais du coup, elle s'est rendue compte que il y avait plein de choses et cette richesse qu'on pouvait justement améliorer dans plein de compartiments, rien qu'avec une base basique et tu vois, sur 1 heure, mais aussi il y avait ce temps aussi d'apprentissage. C'est pour ça aussi que je voulais pas complexifier la tâche pour son début, mais tu as vu qu'elle s'en était pas trop mal sortie, même si elle n'était pas très contente d'elle au niveau de sa qualité, puis au niveau de ses relevés, mais tout s'apprend. Et si justement on organise bien son travail en amont, et puis si après il y a un bon échange aussi avec l'entraîneur pour justement affiner les choses, je pense, comme tu dis, voilà, on peut vraiment donner de la qualité et puis surtout donner une direction. Et à chaque fois, on sait qu'on a une motivation pour faire mieux que la séance d'avant. Tandis que, comme tu disais, si on fait 5 minutes de gamme sans avoir aucun fil rouge et tout, au bout de 5 minutes, on passe à autre chose, quoi. On ne voit pas l'intérêt. Oui, et puis c'est vraiment juste avoir ces nombres-là. On essaye vraiment de faire mieux de séance en séance, même de répétition en répétition. Sur 30 secondes, c'est pas pour me flatter, mais juste réussir à gagner une frappe de plus, c'est énorme parce que 30 secondes, c'est pas grand-chose. Et quand j'enchaîne les répétitions une par une et je me dis, ah bah là, je vais essayer d'aller plus vite pour essayer de faire plus. Et j'arrive à la fin de la répète et j'en ai fait une demi de plus. Et ben cette demi de plus, elle n'a pas compté. Je me fais merde, putain, j'ai pris du risque, mais au final, ça n'a servi à rien. Et la prochaine, je passe, j'arrive de 35 à 36 et ensuite on arrive de 36 à 37 et on a vraiment une progression et une gestion de risque. Mais c'est un travail qui est minutieux et qui est vraiment sur le détail
Et c'est difficile, mais c'est aussi vachement. Moi, j'ai adoré le faire. Et surtout que si tu perds, tu repars à zéro, quoi. Tu t'arrêtes. Mais Cette il y a aussi quelque chose dimension est vraiment primordiale, quoi. C'est-à-dire que si tu perds, tu valides pas ta série, quoi. Et là, tu m'entends gueuler. Et tu disais aussi quelque chose d'important, souvent, le joueur, quoi, quand il commence à s'entraîner et tout, il a tendance à vite basculer sur un autre exercice, d'où l'importance quand même d'avoir un minimum de temps à consacrer pour faire évoluer justement la qualité dans cet exercice. Bon, je vais laisser parler les autres parce que je pourrais continuer jusqu'à la fin. Ok, Polo, on te laisse un petit peu la parole quand même. On voulait que merci de me la donner. On voulait que tu nous précises un peu sur les quarts types. Pendant toute la présentation, j'ai pris quelques notes. Je vais essayer d'être bref, de ne pas trop déborder sur le temps qui m'est imparti. Je tiens à rappeler l'objectif cardinal le plus important, c'est le concept de l'espace topographique, l'espace temporel et l'espace d'action à respecter à chaque frappe. Ça, c'est le problème fondamental que le joueur de haut niveau doit résoudre à chaque frappe. Si on parle de gamme solo, du gamme solo fixe, c'est-à-dire sans déplacement. C'est déjà très très bien de voir ce qu'a fait Victor au niveau des résultats. Quand il fait 48 frappes en 30 secondes, c'est déjà un bon niveau. Ça veut dire qu'il a une vitesse d'influx nerveux qui est relativement rapide, plus rapide que la moyenne, au-delà de la moyenne. Ce qui veut dire aussi qu'il a une fluidité dans sa gestuelle importante. Très bonne fluidité gestuelle. Ce qui veut dire aussi qu'il sait choisir son TC sur la trajectoire de la balle. Le TC doit être choisi devant. Hein? Le plus tôt possible, comme tu disais Manu, le plus tôt possible sur la trajectoire. Excusez-moi. Cet exercice de gamme solo fixe ne prend pas en compte l'espace de déplacement, l'espace topographique. On le sait, mais il faut quand même le travailler. Il faut travailler cet exercice, il est intéressant pour la vitesse d'induction de l'influx nerveux et pour le développement, pour l'amélioration de la fluidité. Et au niveau mental, c'est la gestion du juste possible, du possible juste. C'est-à-dire que quand j'arrive à 48 frappes en 30 secondes, ça veut dire que là, je suis dans une régularité combative, certes, dans une régularité qui me fait dire que là, la prise de risque est gérée correctement. Si je fais une faute, j'ai fait une faute au niveau de la prise de risque. J'ai dépassé le juste possible. Si j'arrive à avoir, comme à la première série, 46 frappes de moyenne avec un écart type de 0,64, là, il est dans une régularité combative de la gestion des risques. Il est dans le juste possible. Pour moi, c'est sa meilleure série. C'est son meilleur exercice. Donc, les gammes fixes sont intéressantes dans le travail du mental du juste possible de la gestion de la prise de risque. Ensuite, nous avons la possibilité de faire des gammes solo mobiles, en déplacement. À ce moment-là, on respecte le concept de l'endurance de l'espace topographique, de l'espace temporel et de l'espace d'action. C'est-à-dire là, on est dans la gestion cardinale de la frappe, où il y a les trois paramètres à respecter, la distance, le temps et le choix de technique, c'est-à-dire la kinesthésie. OK? Là, c'est beaucoup plus intéressant. Dans la première gamme solo fixe, on peut s'en servir comme exercice d'échauffement préparatoire à la gamme solo en déplacement. On est dans un exercice gamme solo fonctionnel. On est dans la fonction du squash. On
on associe, dans le premier cas, les gammes fixes, on associe surtout la gestion cognitive. Dans les gammes solo avec des placements, on va être plutôt dans la corrélation de la technique, du physique et du mental. C'est un niveau supérieur. On ne peut pas se contenter que de la gamme solo fixe. Il faut toujours que ça débouche sur une gamme solo en déplacement. Dans la gamme solo en déplacement, ce que j'ai noté, ce qui est intéressant, c'est le seuil de faisabilité. Jusqu'où je peux aller le plus loin possible dans la gestion de ce seuil-là. Ne pas faire de faute directe. Dans la gamme solo mobile, on est en combativité contre soi-même. C'est-à-dire, on essaye à chaque fois de reculer le seuil de faisabilité, de repousser le plus loin possible le seuil de faisabilité. On est dans la gestion mentale de la concentration. On est dans la gestion mentale de l'endurance à la concentration. On peut s'en servir comme préparation physique fonctionnelle, c'est-à-dire on peut à la fois travailler l'EMA fonctionnel, la PMA fonctionnelle, la vitesse fonctionnelle et en même temps la musculation fonctionnelle, si on met un gilet lesté par exemple. Très intéressant la gamme solo en déplacement. La troisième possibilité d'utiliser les gammes, c'est les gammes duo combatives. Et là, pour notre situation, comme nous sommes obligés d'être tout seuls dans le cours, on peut quand même travailler les gammes duo combatives en étant un sur la moitié longitudinale du cours et l'autre sur l'autre moitié longitudinale du cours et travailler par exemple les croisés-croisés ou les doubles murs croisés et ainsi de suite. Dans les gammes duo combatives, là, on est dans le perfectionnement d'une kinesthèse, c'est-à-dire on est dans la recherche du perfectionnement d'une gestuelle technique. En même temps, on travaille la gestion mentale et on travaille la combativité dans les gammes duo combatives. On travaille la combativité, le premier rebond nique, le point gagnant, et le deuxième rebond dans la régularité combative. Le fait de chercher le deuxième rebond, c'est rechercher de la régularité combative. Le deuxième rebond doit être, je le rappelle, sortant. La trajectoire doit être sortant. La gestion mentale dans la gamme duo combative, c'est la détermination de vouloir marquer le point gagnant. Voilà ce que j'ai noté pendant votre exposé, qui à mon avis est excellent. Victor, je te félicite franchement. Je suis ravi de la présentation que tu viens de nous faire. Ce tableau, tu l'as bien décrit, Manu aussi. On a bien compris qu'avec ce tableau, on a une gestion de la technique, une gestion de la gestion mentale, on a la gestion de la prise de risque, on a la régularité combative, on a la prise de connaissance de sa propre prestation, on s'approprie vraiment la gamme, on s'approprie l'exercice. Je trouve cette présentation excellente. Merci Paul. Merci. Ça fait plaisir de partager aussi. Merci à vous, Victor. Il y a Arnaud qui voulait intervenir, Paul. Peut-être, Arnaud, je te laisse la parole. Oui, bonjour à tous et à toutes et à tous. Je voulais intervenir déjà pour vous féliciter les gars pour le boulot que vous avez fait parce que c'est super enrichissant. Alors j'ai beaucoup de choses à dire mais je vais essayer d'être assez bref tout de même. Ce qui est déjà intéressant, c'est que vous avez fait un premier exercice qui n'a pas marché. Et pour en revenir à ce que disaient Paul et à Benoît lors des précédents webinaires, l'entraîneur et notamment l'entraîneur, il n'est pas là que pour appliquer des exercices, il est là aussi pour prendre du recul par rapport à comment se passe l'exercice, comment est-ce qu'il est fait par son joueur. Et le fait que vous soyez allé dans une direction et que vous ayez changé ensuite, moi déjà, je trouve que c'est très, très intéressant. Donc, vous avez débouché sur l'exercice numéro 2 avec les 30 secondes.
Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que vous avez fait en fait 2 séances. Et on sait très bien que dans les matières scientifiques, d'avoir une référence et de pouvoir comparer les mesures entre elles, c'est ce qu'il y a de plus important. Si on n'a pas de groupe contrôle ou pas de référence, on ne peut rien faire du tout. En fait, on nage en eau libre. Après, tout à fait d'accord avec Paul sur le fait que là, en fait, on est sur 30 secondes. On a en moyenne entre 40 et 45 frappes. Ça veut dire qu'entre chaque frappe, on a 6 dixièmes ou 7 dixièmes de seconde. Et quand on sait qu'un même joueur dans un match, en moyenne, à haut niveau, il frappe les balles toutes les 1 seconde 6, là, en fait, on divise le temps par 2. Donc, c'est très, très intéressant. Après, je voulais, juste dans l'analyse en fait, du tableau, il y a juste une chose pour laquelle je ne suis pas vraiment d'accord avec ni l'un ni l'autre, c'est sur l'analyse en fait, de l'exercice 6. J'ai été aussi confronté pas mal dans ma carrière à des exos nouveaux, des choses que me demandaient les entraîneurs qui n'étaient pas forcément très, très évidentes. Et en fait, pour moi, l'énorme différence qu'il y a entre l'exo 6 de la première série de la première séance et l'exo 6 de la deuxième séance, c'est ni un problème physique. Je crois que Manu disait que c'était un problème physique et Victor disait que c'était que l'exercice était trop dur. Et en fait, la séance 2 nous montre finalement, je pense que c'est ni l'un ni l'autre. Ce n'est pas un problème physique parce que en 2 jours, tu n'aurais pas été capable d'augmenter suffisamment tes capacités physiques pour améliorer autant tes résultats. Et je ne pense pas que c'était un problème technique et un problème de difficulté d'exercice non plus parce qu'en 2 jours, ta technique était quasiment la même. Je pense que c'est l'approche de l'exercice et un petit peu la peur de l'exercice que tu pouvais avoir en fait la première fois que tu avais à le faire. Et moi, je me vois très bien dans cette situation-là, des coachs qui me demandaient de faire des choses dont je n'avais pas l'habitude et en fait, j'avais peur de faire les choses et j'allais de suite dans l'échec. Et en fait, les résultats de la deuxième séance montrent que tu t'es clairement approprié l'exercice et que tu n'as plus eu peur, je pense, en fait, de le faire. Donc, c'est intéressant aussi de faire des exercices comme ça qu'on n'a pas l'habitude parce qu'on se rend compte que très rapidement, on arrive à avoir de très, très bons résultats. Après, le tableau, on pourrait, je suis tout à fait d'accord avec toi, Victor, on pourrait y passer la soirée. On pourrait prendre l'apéro, le repas et faire une soirée sur les tableaux. Il y a tellement de choses à dire, c'est vraiment super intéressant. Et la dernière chose que je voulais dire, c'était une approche un peu plus globale finalement. Moi, vraiment, le truc que je retiens de l'exercice là en gamme solo que vous avez établi, c'est vraiment la gestion de la charge mentale en fait. Et c'est super intéressant d'avoir sur une séance comme ça de 1 heure, et tu l'as très bien senti, je pense, Victor, et tu l'as expliqué tout à l'heure quand tu décrivais un peu les résultats, c'est le fait de se dire, lorsqu'on est au bout de 15, 20 secondes, de 25 secondes, qu'on est en train de faire une bonne série, qu'on est sur une bonne lancée, on n'a pas envie de faire la faute parce qu'on sait le résultat qu'on a fait à la dernière séance, on sait ce qu'on a envie de faire. Que gagner 1% ou 2%, 3%, c'est-à-dire de faire une frappe de plus par série, en fait, 2-3%, ça peut paraître rien, mais si Usain Bolt gagnait 2% sur un 100 mètres, ça lui ferait 2 dixièmes de seconde. C'est énorme, en fait. Donc, il ne faut pas négliger ces pourcentages-là. Et en fait, moi, ce qui me plaît énormément dans ces exos-là, surtout sur 30 secondes, c'est vraiment on est obligé d'être concentré tout le temps, en fait. Et alors que quand on fait des gammes solo sans avoir des observables et sans avoir des mesures objectives derrière, on a vite fait de finalement privilégier la quantité à la qualité. Et tu l'as très bien dit, Victor, sur une séance d'1 heure, et je suis tout à fait d'accord parce que je me visualise en train de faire la séance là, c'est qu'on a vraiment l'impression d'avoir bien bossé, quoi. Et ça, en fait, cette charge cognitive qu'on peut avoir en match quand on est à 7-7 dans un jeu ou à 8-8, là, en fait, à chaque fois, cette charge émotionnelle-là et mentale, tu l'as quand tu es à 20-25 secondes et que tu es en train de faire une belle série. Et en fait, de travailler ça, moi, je trouve que c'est vraiment super, super intéressant. Voilà ce que j'avais à dire merci dans un beaucoup, premier jet, Arnaud. mais on pourrait y passer la soirée encore. Hein. Merci. Non, mais super intéressant. Est-ce que j'ai oublié de signaler au début du webinaire, on a
invité d'honneur quand même. On a Catherine Bossé qui était avec nous. Donc, si, je voulais signaler, c'est une de ses premières élèves à Paul. Donc, tu as vu, Polo, elle te suit toujours. Hein. Tu ne l'as pas lassée. Hein, tu vois, elle revient encore. Hein. Donc, bonjour à toi. Oui, mais très discrètement, Benoît, sans aucune ambition, juste pour écouter. Non, mais une ancienne membre des équipes de France pour ceux qui ne connaissaient pas ou qui viennent de débuter un peu le squash. Mais voilà. Donc, on est content aussi d'avoir des jeunes et puis aussi des anciens participants des grandes épopées des équipes de France. Donc, c'est très bien, c'est la richesse de ce webinaire. Est-ce que… C'était du défrichage à l'époque, hein, par rapport à comment ça a évolué maintenant. Mais c'est super intéressant. Merci beaucoup. Alors, est-ce que JC, tu voulais peut-être nous parler d'un outil peut-être intéressant pour calculer au niveau de la gamme solo ou de la gamme duo. Je te laisse la parole. Ouais. Je vais essayer de le faire par caméra. En fait, c'est une petite appli. Bon, certains doivent déjà la connaître, il y en a d'autres, mais moi j'utilise ça sur le travail en fractionné, sur ce genre de gamme solo. Ça s'appelle Gymboss. Et vous allez pouvoir, avec ce petit… bah voilà, c'est ça. Merci Manu. C'est super pratique. Alors, je pense que tout le monde l'a, mais visiblement… Non, moi, et ça permet vraiment de régler vos temps de travail, vos temps de récup, le nombre de répétitions. Vous pouvez mettre un starter à l'entrée de la séance. Et pour ce que le travail qu'a fait Victor là, s'il le fait tout seul sans Manu, on pose le téléphone, on règle son timing et on sait qu'on a 20 secondes à la fin de ces 30 secondes pour aller faire son recueil de données, noter son nombre de répétitions. Et puis 20 secondes après, on est reparti. On n'a pas besoin de s'embêter avec le téléphone à relancer le chrono. Okay, voilà, si tu veux, tu peux nous laisser le petit lien et tout. On le mettra peut-être au niveau de la vidéo. On mettra un petit lien pour ceux qui veulent se renseigner. Je crois que ça vient de la boxe en fait. Les infos que j'avais, c'est que c'était des boxeurs qui avaient lancé ça pour leur travail en fractionné en salle. C'était un petit boîtier à l'origine et puis ils l'ont lancé en appli. C'est une appli qui s'appelle Gymboss, qui est gratuite, mais vous pouvez aussi acheter, pour les plus fortunés, un petit boîtier qui s'appelle Gymboss aussi, et qui a les mêmes fonctions, mais qui n'est pas un téléphone, quoi, et qui fait un peu plus de bruit. C'est un peu plus pour les sports extérieurs et collectifs. D'accord. Okay. Et dans l'appli, l'avantage c'est qu'on peut enregistrer tout un tas de séances différentes avec des chronos différents, des répétitions différentes. Voilà. D'ailleurs, la première variante, celle qu'on a abandonnée, je l'avais fait sur Gymboss. Les nouvelles, je les avais fait sur mon téléphone, juste en mettant un timer de 30 secondes, parce que je voulais vraiment juste être libre sur ma prise de notes, pouvoir juste prendre ma prise de notes et pas devoir recommencer super vite parce que je sais que j'ai 15 secondes ou alors arriver et puis attendre 5 secondes avant que ça recommence. Mais si on le configure très bien, il marche très bien le Gymboss. Et pour finir là-dessus, sur le Gymboss ou pas d'ailleurs, ce qui est vachement bien, nous on s'en sert avec Victor quand je lui distribue la balle. C'est par exemple, on décide de faire un exercice, on met 4 minutes et puis après on met 1 minute où on peut complexifier l'exercice ou parler de l'exercice et après ça bascule sur un autre exercice ou une autre série. Donc comme ça, c'est timé et on arrive bien à timer les séances correctement, quoi. Okay. Sans se perdre. Bon. Un bon outil. On va arriver au terme de ce webinaire parce que dans un quart d'heure, je crois qu'il y a une grosse annonce de la fédération sur un autre webinaire pour savoir où exactement on va pouvoir pratiquer jusqu'à quelle minute. C'est intéressant que nous on remplisse tout et qu'on utilise. Benoît ? Oui. Juste pour compléter le travail qu'ont fait les gars. Oui. Nous, on a fait notre 3e séance en extérieur solo sur les exercices
de la dernière fois. Ça peut être C'est-à-dire intéressant qu'on en justement de voir les comparaisons. Voilà, on avait 4 exercices et on était dans le même Déporter un petit système peu. en 30-30. Donc, on va remplir toutes les données comme eux, à peu près avec le même principe. La seule différence, c'est que nous, quand il y avait une faute, il récupérait la balle et il continuait sa série. Donc, la série était moins importante, mais il n'y avait pas la sanction en rouge avec un chiffre très bas, mais qui était aussi adapté à l'environnement, qui était un mur non parfait. Mais on va juste compléter ça et s'inspirer du bon travail qui a été fait là, pour essayer d'être dans des données qui se ressemblent. Voilà, c'est tout. On va préparer ça sur 3 séances. Ben, c'est ce qu'évoquait Manu la dernière fois. Ce serait super d'établir des données sur voilà, plusieurs entraîneurs et puis de pouvoir récolter un petit peu ces données pour donner un petit niveau de. Ouais. C'est vrai que Et comme ça, si on fait ça à la corde à sauter, Arnaud, il pourra voir que les squashers, ils sont meilleurs que les badmintoniens. Que les badistes. Daphné, t'as entendu, Bah écoute. t'as entendu, Daphné, il y a du record pour toi. Parce qu'elle a commencé sur la corde à sauter l'autre jour. Je crois qu'elle t'en voulait un peu, Arnaud. Elle t'en voulait un peu. Ah ben c'est très bien. Non, mais c'est très, très intéressant ce que tu dis, Victor, parce que ça permet à Maceo, quand il fera la séance, de comparer par rapport à ce que toi tu fais. Ça lui donnera un objectif. Et comme toi, ça te donnera envie de creuser l'écart par rapport à d'autres. Et comme moi, ça me redonne envie de refaire à fond de la corde à sauter. C'est ça, c'est un gagnant-gagnant pour tout le On a monde. tout défoncé. Ah, mais c'est ce que je disais à Benoît l'autre fois. C'est le problème du squash, c'est qu'on n'a pas assez de données partagées. On travaille chacun dans notre coin. On a les données de nos joueurs entre nos joueurs, mais on n'a pas des données, par exemple, de tous les joueurs de France. Et ça, ce serait super de partager avec tout le monde le même exercice dans les mêmes conditions pour savoir où se place ton joueur. Parce que on sait qu'il est champion du quartier dans cet exercice, mais on ne sait pas qu'il est champion du monde, quoi. Ah ben, ça, de toute façon, et c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, on a pu analyser les données de Victor que parce qu'il y avait 2 séances différentes. Mais il est évident que si on veut comparer par rapport à d'autres, plus on aura de données et plus on aura du recul par rapport à ce qui se passe. Donc après, c'est peut-être à vous, les entraîneurs, de faire faire les exercices aux joueurs pour pouvoir comparer. Ouais, c'est super intéressant. Bon, super. Bon, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, lundi prochain. On avait évoqué de basculer sur des tests. Donc, prochain webinaire sera orienté sur les tests. Donc, on va affiner un petit peu pour savoir sur quelle orientation, test PPG, PPS, PP fonctionnel. On va voir un petit peu tout ça. Et on vous tient au courant cette semaine, par le biais évidemment aussi de Teal Squash qui nous aide beaucoup, comme je vous disais, pour vous donner le thème du webinaire prochain. On verra au niveau des intervenants. On remercie évidemment encore énormément les intervenants d'aujourd'hui. Je remercie aussi tous ceux qui sont intervenus depuis le début des webinaires. Ça donne toute cette richesse et c'est grâce à vous que l'on continue et puis que ça motive aussi les troupes pour continuer dans cette période un peu compliquée. Donc, merci à vous, la famille Croin. Et puis, on se dit à la semaine prochaine, 17h, 18h, avec grand plaisir. À très bientôt tous. Merci à vous. Merci Paul. Salut, Merci à salut tous. Polo. Merci.